bonjour et bienvenue. Alors on est très heureux au Lab Recherche Environnement de contribuer à cette 8e édition du Festival Building Beyond. Merci de votre présence, merci d'être là pour cette conférence qui va parler effectivement d'économie circulaire et des promesses de la mine urbaine. Alors la mine urbaine, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ces bâtiments, ces routes qui sont tout autour de vous, qui sont déjà construites. C'est aussi un gisement immense de matériaux et de ressources, pour venir construire les bâtiments et les routes de demain. Parce que finalement, le BTP a un immense défi devant lui. Il reste aujourd'hui, malgré tout, l'un des plus gros consommateurs de ressources naturelles dans le monde. Il consomme pratiquement 50% des matériaux extraits en volume. Donc on a encore beaucoup de travail. En préparant cette conférence, en fait, ça m'a fait penser à une phrase d'Olivier Amand, qui est un biologiste et chercheur, et qui dit « La technosphère », donc la technosphère, c'est tous les objets technologiques qui sont fabriqués par l'être humain, la technosphère doit devenir circulaire parce que c'est la seule sphère qui produit des déchets. Parce que dans la nature, le concept de déchet n'existe pas. Le déchet, en fait, c'est un concept inventé par l'être humain. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord sur ce constat, sinon vous ne seriez pas là avec nous. Donc finalement, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas tant de se demander pourquoi c'est important de le faire, mais comment on peut y arriver, quels sont les chemins pour éviter les embûches. Donc pour ça, aujourd'hui, on parlera de passage à l'action. Les intervenants qui sont là avec nous, qui vont succéder, vont vous parler des problématiques qu'ils ont rencontrées, mais aussi des solutions qu'ils ont mis en œuvre pour y faire face. Comment dépasser le stade de l'expérimentation? Comment passer à l'échelle? Puisque souvent en économie circulaire, l'un des gros écueils rencontrés, c'est le passage à l'échelle. Puisqu'en fait, le passage à l'échelle, c'est pas seulement un défi technique, un défi d'ingénierie, c'est finalement aussi un défi culturel. Ça nous demande de modifier notre regard, ça nous demande de faire évoluer nos pratiques. Et justement, pour cela, ça nous demande d'aller un petit peu plus loin dans la façon de faire, de développer des nouvelles connaissances et des nouveaux usages pour faire de l'économie circulaire l'option par défaut, une manière évidente de fonctionner en cherchant toujours le plus haut niveau de valorisation. C'est justement ici qu'interviennent les travaux du Lab Recherche Environnement. Hop, je prends mon petit outil. Alors le Lab Recherche Environnement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un partenariat de recherche qui existe depuis plus de 15 ans entre Vinci et 3 grandes écoles d'ingénieurs que sont l'école des mines, l'école des ponts et AgroParisTech. C'est un programme de recherche qui explore 3 grands domaines de travail que sont l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures, la mobilité durable et la nature en ville. Donc les chercheurs qui sont impliqués dans le lab, avec les collaborateurs de Vinci qui sont aussi impliqués dans ces programmes, construisent des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances. Ils développent aussi des nouveaux outils. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner les prises de décision pour, in fine, toujours aller plus loin dans la réduction de l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures. Donc en 15 ans d'existence, avec plus de 85 projets de recherche qui ont été menés, aujourd'hui, les travaux qu'on voulait vous présenter, c'est ceux qui sont issus du laboratoire Navier de l'École des Ponts. C'est ceux qui ont été développés par Ambroise Lachac, qui est avec nous aujourd'hui, et qui sont en fait des nouveaux indicateurs de circularité adaptés au BTP. C'est un indicateur de circularité pour la matière et une méthode pour identifier le potentiel de réemploi d'un élément. Ce que l'on s'est dit en préparant cette conférence, c'est que ces outils, ça peut vraiment être des outils clés pour modifier nos pratiques, pour faire évoluer nos usages vers davantage de circularité. Alors aujourd'hui, Ambroise ne sera pas tout seul à intervenir. On va aussi avoir le plaisir de recevoir Anne Collas de Vinci Construction, Guillaume Graffin de Vinci Énergie, qui viendront nous présenter un retour d'expérience sur la massification du réemploi dans le bâtiment. On recevra Blandine Revès de Vinci Construction également, plutôt sur une dimension métier de la route, qui nous présentera la solution EGO, qui utilise des matériaux issus de l'économie circulaire. À travers ces 2 présentations, vous aurez aussi des exemples concrets de mise en application des indicateurs qui ont été développés par Ambroise, parce que c'est aussi ça la mission du Lab,
c'est de trouver un moyen, une passerelle entre la recherche et l'opérationnel, de faire en sorte que ces travaux ils prennent vie dans le quotidien des métiers. Et ça peut être possible grâce aux entreprises de Vinci qui proposent aux scientifiques du lab des terrains d'expérimentation grâce aux projets de bâtiments et d'infrastructures qui sont dans le groupe. Donc je vous propose de démarrer tout de suite avec les 2 premiers intervenants que je ne vous ai pas encore présentés, qui sont Raphaël Mavigné, le cofondateur de Circulaire, Yannick Gomez, chargé d'études cellules innovation au CEA ISEC, mais aussi co-responsable du master management de la transition écologique et de l'économie circulaire à l'Université de Montpellier. Ils vont nous présenter les opportunités des nouvelles démarches d'économie circulaire et aussi la force des coalitions dans ce contexte. Je vous invite à me retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous allez bien déjà? Oui, ok, très bien. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. On va commencer par cette photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans la salle? Est-ce que vous avez déjà vu cette photo? Qui a déjà vu cette photo? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Avec la boule. Alors, c'est une photo d'un photographe sud-africain et d'un artiste sud-africain qui s'appelle Dylan Marsh. Et à travers ces montages photos, il met en avant un peu l'absurdité du modèle économique sur lequel on est. Et là, vous voyez en fait une mine de cuivre et l'ensemble des matériaux qu'on a ponctionnés, l'ensemble du trou qu'on a fait pour la quantité de cuivre assimilée. Et ça montre bien l'aberration à la fois écologique et économique dans laquelle on est à l'heure actuelle. Le taux de concentration de cuivre dans la roche aujourd'hui, il est entre 0,2 et 3%. Donc, pour avoir 2 kg de cuivre, vous devez ponctionner un peu plus de 1000 kg de roche. Donc, il y a vraiment une problématique à la fois sur les sols et la destruction de l'environnement, mais il y a aussi une vraie question sur l'aspect économique et l'approche économique derrière. Donc ça, c'est pour illustrer un modèle extractiviste assez absurde qui est parti sur 2 postulats de base. Un, on a des ressources en quantité illimitée dans les sols. Or aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Je pense que certaines et certains d'entre vous ont entendu parler du jour du dépassement. C'est le jour dans l'année où on a ponctionné plus de ressources que la Terre était en capacité de nous donner. Et puis de l'autre, on avait un autre postulat de base qu'il n'y avait pas d'externalité négative. Pareil, un postulat de l'économie classique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dégradation des sols avec la production de déchets, des émissions de CO2. Donc ça, c'est une représentation artistique. Mais si on se pose la question du réel, on va avoir évidemment l'enjeu CO2, mais on a besoin aussi de sortir de ce qu'on appelle le tunnel carbone, c'est-à-dire cette vision qu'ont les entreprises de se focaliser uniquement sur la décarbonation de leur chaîne de valeur. Il y a un concept qui est celui des limites planétaires qui a été popularisé par Johan Rockström. Ce sont 9 limites à ne pas dépasser. Aujourd'hui, on a dépassé 6 d'entre elles. Une des limites, c'est la limite liée au dérèglement climatique, mais il y en a d'autres sur tout ce qui est artificialisation des sols, impact sur la biodiversité. Et derrière tout ça, il faut comprendre qu'il y a un vrai enjeu ressources. Et cet enjeu ressources, il n'est pas non seulement néfaste pour la planète, mais si on se met dans une logique purement business, et j'espère qu'il y a des membres du COMEX qui nous écoutent aujourd'hui, en fait, ça va être un vrai problème de résilience de business à long terme. On a pris avec Yannick une ressource qui est celle du lithium. Alors le lithium, il ne fait pas partie de la structure des bâtiments, mais il va structurer l'avenir de l'industrie du BTP. À 3 niveaux. D'abord parce que pour construire des bâtiments, vous avez besoin de véhicules qui vont être alimentés par des batterons lithium-ion. Il va falloir gérer et stocker de l'énergie sur les chantiers. Et là, pareil, avec le lithium. Et puis demain, et encore aujourd'hui, on va vers de plus en plus de bâtiments dits connectés. Donc cette ressource, elle va être clé pour l'industrie du BTP et l'industrie de la construction. Et si on regarde le coût de l'évolution, hop, pardon, c'est terrible. Il n'y a pas, du coup je vais devoir me souvenir de chiffres. Si on regarde le pourcentage d'augmentation du prix du lithium entre 2017 et 2021, il a augmenté de 300%. Donc au-delà de l'aspect environnemental, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui fait un PNL ou un business plan qui dépend du lithium, il y a un vrai impact sur la structure de coût de l'entreprise et donc les bénéfices générés.
Ensuite, on pourrait se dire que c'est pas très grave parce qu'on va investir pour s'adapter. Un scénario de l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, dit que pour s'adapter dans un scénario 1.5, juste pour ponctionner les ressources, pour permettre cette transition vers un scénario 1.5 de réchauffement 1,5 degré, c'est 800 milliards de dollars qu'il va falloir investir. 800 milliards de dollars, c'est le PIB nominal de la Suisse ou de la Pologne, c'est énorme. Et là, je parle juste des coûts d'extraction, je ne parle pas du coût logistique, du coût de retraitement. Et on sait qu'on va dépasser ce scénario 1.5. Donc il va falloir aller chercher de l'argent. Et l'argent, elle n'est pas forcément toujours disponible au bon endroit. Et puis on pourrait se dire que c'est OK parce que les industriels sont prêts et ont adapté leur chaîne de valeur. Et différents rapports montrent que, en fait, les gens n'ont pas anticipé les chocs à venir sur leur chaîne de valeur. Et plus de 82% des industriels aujourd'hui ne sont pas prêts à subir ces chocs liés à la ressource qui vont venir percoler leur chaîne de valeur. Et je crois qu'Yannick, tu as un exemple à nous partager, notamment sur Forvia à ce niveau-là. Voilà. Non, oui, c'est un des on va vous parler de la coalition industrie circulaire qu'on a montée avec Raphaël tout à l'heure. Un de nos industriels, effectivement, a un indicateur qui est le nombre de jours d'arrêt de production liés à des événements climatiques extrêmes. Et cet indicateur, ils avaient un événement il y a 15 ans, 80 l'année dernière. Donc c'est bien pour montrer qu'en fait, tout ça, c'est vraiment pas des vues de l'esprit et que cet impact, quand on parle des limites planétaires, elles sont vraiment là et on va les voir de plus en plus. Et c'est vraiment une donnée à prendre en compte dans toute réflexion dès qu'on fait des plans stratégiques ou autres. J'allais dire, ce ne serait pas un problème tout ça si on avait un monde qui n'était pas en crise, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, Yannick. Oui, alors bon, c'est la partie un peu déprimante. Après, on va être vraiment très très positif et très très optimiste, mais il faut quand même affronter les problèmes de face. La notion, on vit aujourd'hui dans un monde de la polycrise. La polycrise, c'est quoi? C'est qu'en fait, habituellement, quand on parlait de crise, on se disait il y a une crise, ça dure un certain temps, puis après on revient à l'état normal. C'est plus du tout le cas. On est en crise permanente. Le petit graphique que vous avez à gauche, c'est un extrait du rapport du Forum économique mondial qui paraît chaque année sur les risques. Et chaque année, en fait, il catalogue au niveau mondial les risques politiques, géopolitiques, économiques, environnementaux, sociétaux qui peuvent affecter les entreprises et les sociétés. Par exemple, dans le rapport 2024, ça va pas vous étonner, les guerres entre États, c'est le premier risque. Ensuite, vous avez évidemment les risques environnementaux, les confrontations géopolitiques, par exemple, des termes comme droit de douane, c'est des termes qui apparaissent. Et puis, le risque de désinformation, voilà, ça c'est le top 4 des risques en 2024. Ces risques qui sont réactualisés chaque année dans ce document. Et on voit qu'en fait, on n'est pas avec un seul risque, mais plusieurs risques qui peuvent apparaître en permanence. Et donc ça, c'est le monde de la polycrise. Ce monde de la polycrise, il se traduit par une fluctuation permanente. C'est-à-dire qu'en permanente, toute organisation, toute entreprise, quelle que soit sa taille, elle est confrontée à un volume de choc et de fluctuation qui est de plus en plus important. Et ça, c'est vraiment aussi une donnée à prendre en compte. Donc, des fluctuations continuelles tout au long de l'année. Si je prends simplement les 2 derniers mois, vous avez vu simplement les droits de douane qui ont fluctué avec du jour au lendemain des annonces qui remettaient en cause des business models complets. Donc vous avez ces chocs permanents et très, très récurrents. Et puis en même temps, vous avez des tendances lourdes. Ces tendances lourdes, il y en a au moins 2 qui sont vraiment importantes, 3. La première, c'est évidemment le risque environnemental et l'atteinte de 6, bientôt 7 limites planétaires sur 9. Ça, c'est très très clair. L'eau, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième tendance de fond, c'est que l'extraction des ressources va devenir de plus en plus compliquée et de plus en plus chère. Le graphique de droite, c'est sur l'évolution du prix du pétrole depuis 1970. Vous voyez qu'il a fluctué continuellement entre 25 $ le baril et 125 $. Et vous voyez que les fluctuations s'accentuent ces dernières années, mais c'est une ressource parmi d'autres. Je prends un autre exemple. On parlait des métaux. Tu parlais du cuivre tout à l'heure. Le cuivre, il y a 250 mines de cuivre dans le monde. Il en faudrait 80 de plus selon l'Agence internationale de l'énergie. Il faut à peu près 17 ans pour en ouvrir une. Donc vous voyez que les experts disent qu'en fait, d'ici 2030, 2035, on aura des pénuries de cuivre. Vous avez des métaux comme par exemple l'iridium. C'est quelques tonnes au niveau mondial. On peut se dire l'iridium,
Quel est le problème? Si on manque d'iridium à un moment, c'est tout un tas de produits technologiques, de chaînes de valeur qui vont être impactés. Donc cette tension sur les ressources, ça devient quelque chose qui est de plus en plus important et qui est de plus en plus permanent en termes d'évolution. Donc ça, c'est un événement important. Autre aspect permanent, c'est l'énergie. Les prix de l'énergie vont augmenter inexorablement. On a vécu dans une ère de l'abondance énergétique. Cette période-là est désormais terminée. On est dans une transition énergétique qu'il faut conduire à marche forcée. Mais aujourd'hui, on sait que de toute façon, les prix de l'énergie vont augmenter. Et donc ça, c'est vraiment des éléments structurels. L'instabilité devient structurelle et permanente. Et il y a un concept dont vous êtes assez friand au CEA et que je trouve très pertinent pour illustrer une des pistes de solution, qui n'est en aucun cas la seule solution. Mais il y a ce levier qu'est l'économie circulaire. Et tu nous as parlé il y a déjà plusieurs mois, même plus d'un an, de la différence entre l'économie circulaire faible et l'économie circulaire forte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors déjà, rendons à César ce qui est à César. Je salue le professeur Franck Agéry, qui est intervenu d'ailleurs en lancement de notre coalition et qui a vraiment beaucoup travaillé sur ce concept-là. En gros, l'économie circulaire faible, c'est quoi? C'est en gros faire un peu de politique RSE en déployant uniquement un seul pilier de l'économie circulaire. On fait tout comme avant, mais on va faire un peu de recyclage. Ça, c'est de l'économie circulaire faible et ce n'est pas à la hauteur des problèmes que je viens de décrire juste auparavant. Si on veut faire de l'économie circulaire forte, c'est une approche qui est vraiment systémique. Donc déjà, on va essayer de se projeter dans l'avenir. Alors moi, un conseil, on l'a fait cette année à la rentrée du Master à 7, on a réuni 50 étudiants pendant 3 jours et on a travaillé avec eux sur leur vision de l'avenir. Comment est-ce qu'on se déplace en 2050? Dans quel bâtiment on vit en 2050? Qu'est-ce qu'on mange en 2050? C'est un exercice hyper stimulant, projection de l'avenir. Deuxième élément, des indicateurs. Qu'est-ce qu'on mesure? C'est-à-dire, c'est quoi les objectifs de l'entreprise? Pour produire ce qu'on produit, quelle est la quantité d'énergie qu'on utilise? Quelle est la quantité de matière qu'on extrait? Quels sont nos impacts environnementaux? Vision vraiment systémique. Et c'est qu'une fois qu'on a ces deux approches qu'on se pose la question de l'économie circulaire forte avec des piliers hiérarchisés. Souvent, quand on parle d'économie circulaire, on va uniquement penser au recyclage. L'économie circulaire forte, ce n'est pas ça du tout, c'est de se dire on a 7 piliers, si on prend la définition de l'ADEME, et ces 7 piliers, on va essayer d'y réfléchir dans un ordre logique. Dans un premier temps, on va essayer de miser sur la sobriété, donc on va chercher à tout faire pour réduire. Est-ce qu'on peut allonger la durée de vie de nos produits? Est-ce qu'on peut faire de la consommation collaborative sur nos produits? Est-ce qu'on peut vendre des produits, des services plutôt que les produits de base? Par exemple, si vous vendez de l'éclairage, est-ce que vous pouvez vendre un niveau d'éclairage plutôt que des lampadaires? Ça, c'est la vision, réduire pour, avec la même quantité de matière, allonger la durée de vie, la durée d'usage des biens. Ensuite, on va se poser la question de produire mieux. Par exemple, sur un territoire, est-ce qu'on peut mutualiser la façon de produire avec d'autres industriels? C'est l'écologie industrielle et territoriale. L'éco-conception, évidemment, qui est évidemment très, très structurante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser la matière, pour améliorer la réparabilité, pour la démontabilité des biens? Tous ces éléments-là contribuent à une meilleure capacité à produire mieux. Évidemment, la maîtrise des chaînes de valeur, les supply chains, l'approvisionnement durable. Et c'est enfin, une fois qu'on a déployé ces deux ensembles de piliers, qu'on va aussi se poser la question du recyclage. Et c'est là où c'est une boucle, parce que ce recyclage, c'est bien beau de recycler, mais est-ce qu'on a une capacité à revaloriser la matière sur le territoire? Et c'est pour ça que cette économie circulaire forte, c'est vraiment une approche systémique. On ne peut pas déployer un seul pilier sans avoir fait l'ensemble du diagnostic et sans avoir raisonné de manière complète et systémique. Je te laisse redire un petit mot là-dessus, parce que j'aime aussi beaucoup ton principe, mais tu en parles bien mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que l'antifragilité? Alors, l'antifragilité, c'est un concept qui a été déployé par Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit notamment un pavé qui fait 500 pages, qui s'appelle Antifragile, passionnant à lire. Et en gros, j'ai noté qu'on avait cité Olivier Amand tout à l'heure. Olivier Amand, il traduit ça d'une autre façon, il parle du concept de robustesse. On est dans un monde aujourd'hui qui est orienté vers la performance. On est dans des logiques de performance, on est dans des logiques de complexification, on est dans des logiques de juste à temps et on est dans des logiques mondialisées.
Et si vous mettez de la performance en juste à temps, avec de la complexité dans un environnement mondialisé, le moindre grain de poussière qui va venir dans les rouages va arrêter vos supply chains et va vous mettre en situation de fragilité. Il suffit qu'un paquebot, enfin qu'un porte-conteneur se mette en travers du canal de Suez, ça n'arrive jamais, pour que le commerce international soit interrompu, enfin une partie du commerce international soit interrompue pendant plusieurs semaines. Ça, c'est exactement cette logique de performance qui, quelque part, est source de fragilité. Alors que l'autre logique qu'on peut traduire par l'antifragilité ou par la robustesse, c'est l'idée de dire il faut qu'on mette un peu d'huile dans les rouages, il faut qu'on accepte un peu d'être sous-optimal. Et si vous voulez avoir un bon exemple de la robustesse, vous l'avez sur vous-même, c'est votre corps. Le corps humain est certainement quelque chose parmi les plus antifragiles qu'on connaisse. Un exemple, notre corps est capable de garder notre température à 37 degrés la plupart du temps. Par contre, si on a une attaque extérieure par des virus ou des bactéries, il va multiplier la libération de certaines enzymes par des centaines de fois pour arriver à monter la température à 40, 41 et se débarrasser du problème. Et ensuite, il va revenir à l'état stable. Et donc, c'est cette capacité à monter en puissance très rapidement durant les crises qui va générer cette antifragilité. C'est ça, cette logique-là. Et donc, en fait, quel est le lien avec l'économie circulaire ? On a longtemps cru que tout ce qui était la performance, c'était une économie linéaire, cette course vers l'accélération. Dans cette logique mondialisée, avec toujours plus de complexité et toujours plus de performance et d'innovation technologique à tous les sens du terme, tout le temps, faire plus vite, plus rapide. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce qui compte, c'est la robustesse. C'est d'être capable, quelque part, d'avoir un système qui soit sous-optimal de temps en temps, qui puisse réagir à n'importe quel choc et qui, quelque part, tire même avantage par rapport au choc. Si vous êtes capable de monter en puissance en quelques semaines ou en quelques mois dans une période de crise sur un sujet, un exemple, les masques pendant le Covid, vous voyez d'un seul coup que cette capacité à faire ça, c'est quelque chose qui vous donne un avantage énorme et qui vous permet d'être beaucoup plus résilient. Et le petit graphique de gauche, pour finir, c'est un des extraits de la volatilité, c'est qu'en fait, on raisonne toujours en temps normal. En temps normal, on fait des petites pertes, des petits profits. On a quelques pourcents de pertes ou de profits. Et quand une crise survient, on peut soit faire une énorme perte d'un seul coup, soit faire un gain important parce qu'on va avoir la bonne réponse au bon moment. Et donc, c'est cette logique-là que l'économie circulaire forte nous appelle à avoir. Et j'aime beaucoup l'exemple aussi du voilier. L'important, ce n'est pas de prévoir les crises. On est en polycrise. De toute façon, des crises, il va y en avoir tout le temps. L'important, c'est de se dire, sur ce voilier-là, en combien de temps il est capable de replier les voiles ? En combien de temps l'équipage est-il capable de le mettre en sécurité sur tel ou tel point quand la crise arrive ? C'est cette logique-là que l'on cherche à avoir. Et donc, c'est vraiment cette notion-là de robustesse qui est au cœur de ce que doit apporter une économie circulaire forte. Merci Yannick. Je pense qu'on a du coup bien compris que c'était un modèle économique intéressant à explorer. En plus de la prévention des risques, il y a vraiment aussi des parts de marché, une captation de nouveaux modèles d'affaires pertinents pour l'entreprise à avoir derrière cette économie circulaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le présenter au plus haut niveau, parce que ça va venir générer du revenu. Et d'ailleurs, une des clés pour convaincre les COMEX, les dirigeantes et les dirigeants, c'est de sortir de cette approche purement environnementale, mais de parler à la fois du coût d'inaction et le comparer avec le coût de l'action. Donc généralement, on va vous dire, non mais investir dans l'économie circulaire, ça coûte tant. Ok, très bien, ça va coûter 100 millions, mais si tu ne te prépares pas face à choc à venir, tu vas subir des pertes de 450 millions. Donc, quelque part, tu as un différentiel de 350 millions, à toi de choisir. Si on remet l'aspect et la logique business, en fait, il faut jouer avec les règles du jeu aujourd'hui, on les inversera après. Il faut mettre cet argument économique au cœur de notre argumentaire. L'économie circulaire, ça peut être un vrai levier business pour le BTP. Il y a deux choses dont on peut parler très rapidement. La première, c'est la résilience du modèle d'affaires. Tu l'as très bien expliqué, Marie. Au départ, l'industrie du BTP, de la construction, c'est une des industries qui dépend massivement des ressources. À partir du moment où on met en place un modèle d'affaires circulaire, l'idée, c'est de pouvoir garder la main sur la ressource. Donc typiquement, pour l'illustrer de façon très simple, je vais éco-concevoir un bâtiment, donc le construire de façon à pouvoir récupérer facilement les matériaux, faire de la maintenance prédictive et en fin de vie, surtout pas le démolir, mais récupérer la matière. In fine, je ne vais pas être intéressé à vendre
le bâtiment, mais plutôt à le louer pour rester propriétaire de la matière. Et en fait, un bâtiment, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de matériaux qui prend une valeur ajoutée au fur et à mesure du temps. Donc votre bâtiment, à l'instant T, il vaut tant de millions d'euros, mais avec l'évolution du prix des matières premières qui est croissante, votre bâtiment prend de la valeur. Donc il y a un vrai intérêt à garder la main sur la matière première et la récupérer en fin de cycle. Ça, c'est un vrai facteur de résilience, et on le voit avec des acteurs comme le parc 2020, qui est issu de la philosophie cradle to cradle en Hollande, où plusieurs bâtiments commencent à être éco-conçus comme des Lego. On en fait un bâtiment, le siège de Léonard. Demain, il est modulable pour être le siège d'Accor. Après-demain, ça va être le siège de Fox Vacancies. Et surtout, en fin de vie, on va le démonter, on va récupérer la matière. Et les bâtiments ne sont plus vus comme un socle inerte, mais vraiment une banque de matériaux qui évolue et qui est croissante dans le temps. Donc garder la main sur ce bâtiment, sur la matière, va devenir clé pour l'industrie du BTP. Ensuite, c'est une véritable opportunité de marché. On le sait qu'il y a de plus en plus des critères de réemploi, d'intégration de matières recyclées dans les marchés publics et privés qui arrivent. Donc si un acteur comme Vinci ou d'autres acteurs du BTP veulent gagner ces appels d'offres, il va falloir pouvoir répondre à ces exigences réglementaires. Il y a l'article 58 de la loi AGEC qui oblige une partie de la commande publique et des institutions publiques à choisir des acteurs qui proposent des options de réemploi, de réutilisation de matières, de matériaux recyclés. Et si vous n'offrez pas cette possibilité-là en tant qu'acteur du BTP ou de la construction, vous avez un risque de perdre des appels d'offres. Une illustration assez intéressante, c'est l'appel d'offres qu'a gagné Schneider Electric sur le projet 6 Degrees de Bouygues, où il y avait un critère de circularité qui était très fort. Et là, un acteur comme Schneider a remporté un contrat de plusieurs millions grâce à ce positionnement-là. Et ça va aller croissant. On le voit avec les législations européennes, même s'il y a un peu du plomb dans l'aile avec la CSRD, il y a ESPR, la législation européenne sur l'éco-conception qui arrive, il y a ce qu'on appelle le CRAM, Critical Raw Material Act, qui va impliquer les acteurs dans la réintégration de matières recyclées pour s'affranchir de notre dépendance aux matières extérieures et aux pays extérieurs. Donc il y a une vraie opportunité aussi de captation de marché à travers l'économie circulaire. Et un levier qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'on est en train de mettre en place de façon très large à l'échelle du produit, mais aussi à l'échelle du bâtiment, c'est la traçabilité. Et la traçabilité, elle vient parfaitement s'insérer dans cette logique de circularité, parce qu'à partir du moment où j'éco-conçois mon produit, je vais le concevoir pour qu'il ait de la valeur, pour pouvoir le récupérer, je dois pouvoir le tracer, je dois pouvoir savoir où il arrive, où il est, à quel moment je le récupère. Je vais pouvoir non seulement ajouter des services connexes en tant qu'entreprise, je sais que tel matériau va arriver à échéance d'efficacité à telle date, boum, je lance un service de maintenance prédictive et donc nouvelle source de revenus. En fin de vie du bâtiment, je sais où est tel matériau, je vais venir le récupérer pour pouvoir le réutiliser. Si on capitalise intelligemment sur ces différents leviers, on crée une entreprise robuste, antifragile, et on est beaucoup moins perméable au choc. Évidemment, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Il y a des contraintes, et Yannick, tu peux potentiellement nous en rappeler quelques-unes. Et effectivement, quand on est sur les... Tout à l'heure, je vous ai parlé de concept, c'est la partie la plus facile. Les concepts, on peut les faire comprendre, on peut les partager. Ça commence à devenir compliqué dès qu'on rentre vraiment dans le concret. Et en fait, aujourd'hui, cette économie circulaire, on a vraiment besoin de la faire monter en puissance. Il y a un rapport qui sort chaque année, qui calcule du Circle Gap, qui calcule le taux de circularité. Je crois qu'on était à 7,3% au niveau mondial l'année dernière. Donc on peut discuter la méthodologie de calcul, mais en gros, l'économie circulaire est loin d'être majoritaire au niveau mondial. C'est l'économie linéaire qui est très largement dominante. Et bien, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on passe à 40, 50, 60%. Parce que si on veut respecter à la fois les contraintes environnementales tout en assurant un bien social, c'est l'économie circulaire qu'il faut déployer à très très grande échelle. Donc on a besoin de multiplier les initiatives et on a besoin aussi de lever les verrous. On va parler de la coalition industrie circulaire. On a lancé une coalition donc, entre le circulaire et puis le CEA. Donc, et on travaille avec 10 grands industriels. Et avec ces 10 grands industriels, on a fait des ateliers en présentiel, des webinaires, et on fait des cas d'usage. Et là, on est dans une phase où on travaille avec chaque industriel sur un cas d'usage. Dès qu'on travaille sur un cas d'usage, on voit le champ de contraintes qui s'applique à un industriel. Si vous travaillez par exemple dans l'aéronautique, on peut parler de recyclage, on peut parler de réemploi, mais avant de faire admettre la nécessité de réemployer une pièce dans le secteur aéronautique, alors qu'elle peut avoir un rôle sur la sécurité et la fiabilité du vol, c'est pas si simple du tout. Vous voyez, donc peut-être. Par contre, des fois,
c'est là où le fait de travailler ensemble en termes de coalition est importante. C'est peut-être qu'une pièce issue de l'aéronautique en fin de vie n'est plus du tout utilisable pour l'aéronautique, mais va pouvoir être utilisable pour un autre secteur industriel. Je peux avoir le même cas, par exemple, sur les batteries des voitures électriques. Peut-être que le réemploi de batteries de voitures électriques en fin de vie avec un usage stationnaire est une piste qui peut être pertinente. Et donc, on voit bien que par rapport à ces verrous qui sont très importants, parce que chaque secteur industriel est soumis à des normes, est soumis à des contraintes, est soumis à des exigences de sécurité et d'emploi à satisfaire, il y a vraiment une nécessité forte de jouer sur la collaboration entre industriels. Et cette collaboration, et c'est ça aussi la bonne nouvelle, elle doit se faire au cœur des territoires. Ces dernières décennies, c'est la vision de Ricardo qui s'était un petit peu imposée. On avait la vision d'une économie hors sol. Les entreprises n'étaient plus ancrées dans les territoires. Eh bien, par rapport à cette fameuse robustesse dont on parlait tout à l'heure, l'ancrage territorial est la meilleure source de robustesse possible. C'est au cœur des territoires que les boucles d'économie circulaire peuvent se déployer. Et ça, je pense que c'est un gros apprentissage qu'on doit vraiment réapprendre. C'est comment est-ce qu'on redéploie des boucles d'économie circulaire dans les territoires. Si vous êtes un grand groupe implanté dans plusieurs territoires au niveau mondial, c'est peut-être l'approche multilocale, c'est-à-dire d'avoir des boucles d'économie circulaire dans chacun des territoires qui va être intéressante, même si vous gardez une vision mondiale. Mais cette vision territoriale, elle est indissociable de l'économie circulaire. Et ce que j'aimais bien aussi dans ce que tu présentais là, c'est à la fois aussi pour pouvoir valoriser une démarche, il faut pouvoir la mesurer. Je pense que ce sera l'objectif de la table ronde juste après. Aujourd'hui, on arrive à mesurer l'impact carbone, scope 1, scope 2, scope 3, scope 4. Il y a des méthodologies qui sont certes contestables, mais qui existent pour mesurer la performance économique et environnementale de l'économie circulaire. C'est encore une thématique assez neuve. On parle entre convaincus entre nous, mais aujourd'hui, la mesurer, c'est extrêmement complexe. On aura une petite présentation juste après. On a monté une coalition sur la mesure de circularité où on a publié 33 indicateurs pour justement pouvoir valoriser cette démarche auprès des départements R&D, des COMEX, du marketing et ainsi de suite. Et puis, il y a le fait que ce que tu expliquais ce midi quand on déjeunait ensemble, Yannick, c'est les expérimentations à l'heure actuelle restent à l'échelle de POC. Donc c'est des petits projets, et ça, c'est pas comme ça qu'on va faire passer à l'échelle de l'économie circulaire. Et puis surtout, elles sont segmentées dans une logique de fédération industrielle et pas cross-industrie. Et d'ailleurs, cette logique de coalition permet de sortir un petit peu de ce carcan. Oui, il y a beaucoup d'industriels, heureusement, qui ont fait de ce qu'on appelle de la boucle fermée. C'est-à-dire qui ont un bien, en fin de vie, ils vont le recycler, ils vont développer une boucle fermée. Et en fait, il y a un énorme potentiel lié à tout ce qui est la boucle ouverte, du réemploi en boucle ouverte, du recyclage en boucle ouverte, en mutualisant plusieurs industriels avec l'objectif de ne pas perdre de la valeur liée à la matière. La matière est un bien précieux, donc on ne doit pas perdre sa valeur. Et pour ne pas perdre sa valeur, eh bien peut-être que ce qui est un déchet pour l'un va devenir une ressource pour l'autre, mais il faut toujours être dans une logique d'upcycling, c'est-à-dire de garder le maximum de valeur par rapport au bien. Et ça, on ne peut le faire que dans une approche collaborative. Si chacun reste dans son couloir, on ne déploiera pas l'économie circulaire, on la déploiera de manière très limitée. Il faut travailler entre secteurs industriels. Et c'est cette vision-là qu'on essaye de pousser. Et tu m'amènes justement aux coalitions. Parce qu'effectivement, l'économie circulaire, ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. Nous, on a monté Circulaire il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et pour le coup, il n'y a pas forcément d'initiatives qui ont réussi à passer à l'échelle. Donc l'idée, c'est de se dire comment on craque ce passage à l'échelle. Là, on a bien vu qu'il y avait une vraie rentabilité économique au-delà de l'aspect environnemental derrière l'économie circulaire à aller chercher. Et là, l'idée, c'est vraiment la question du passage à l'échelle. Comment on passe à l'échelle ? Et donc, avec le CEA et Circulaire, ça fait longtemps qu'on se dit il faut mettre en place ce qu'on appelle des coalitions. Pour le résumer de façon très simple, une coalition, c'est un ensemble d'acteurs. On réunit 5 à 10 grandes entreprises qui ont des thématiques et des problématiques similaires, qui viennent d'industries différentes, et on se pose ensemble sur les challenges et on se dit concrètement quelles sont les solutions communes qu'on peut mettre en place. Juste pour avoir un ordre d'idée, qui a déjà participé à une coalition ici ? Très bien, une personne. Donc on voit que c'est encore quelque chose d'assez nouveau, mais c'est un vrai facteur clé de succès pour passer à l'échelle de l'économie circulaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la façon dont on fait du business, des modèles d'affaires va évoluer. On va passer d'une logique de compétition à une logique de coopétition. Dans la coopétition, on retrouve le double mot collaboration et compétition. On va devoir collaborer entre compétiteurs, mais on reste compétiteur sur certains aspects. En fait, quand il faut changer des chaînes de valeur, sur l'aspect tri, collecte, réemploi, on n'a aucun intérêt
à être en compétition. Par contre, sur les stratégies de démarcation et autres, oui, là, on peut être concurrent. Donc il y a vraiment cette logique de coopétition à mettre en place et qui doit être au cœur des coalitions. Et comment convaincre les acteurs justement qui sont en compétition de faire partie de ces coalitions? Il y a 3 arguments majeurs. La première chose, c'est la mutualisation des coûts. Yannick l'a dit, probablement, on va devoir réindustrialiser et transformer radicalement nos chaînes de valeur. Ça fait peur parce que derrière ça, il y a des coûts d'investissement importants. Une optique de coalition, c'est la mutualisation des coûts. On n'est pas un seul acteur de l'énergie ou du BTP à agir, on est potentiellement des acteurs de l'énergie, du BTP et de l'aéronautique qui ont les mêmes problématiques et qui vont partager les investissements pour transformer cette chaîne de valeur. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que dans tout processus transformatif, on va être facteur à des risques. Encore une fois, je suis tout seul à prendre un risque, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de m'engager. Si je le partage avec différents acteurs de la chaîne de valeur ou différents compétiteurs, le risque est amoindri. Et ensuite, on ne va pas faire de la réalité augmentée, mais on va faire de l'influence augmentée. Quand on est une dizaine d'acteurs du CAC 40 ou du SBF 120, on va avoir l'oreille assez fine de Bercy, du secrétariat général à la planification écologique. On a des acteurs de Bercy qui sont dans la salle. On va être beaucoup plus à l'écoute du travail fait par 10 industriels qu'un industriel. Et évidemment, ça peut remonter même au niveau européen. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi la force des coalitions. Il y a potentiellement voilà, cette peur de partager les données, cette peur de travailler avec des compétiteurs, mais il y a vraiment des avantages économiques à y aller. Et donc, ce qu'on a envie d'illustrer aujourd'hui, c'est la coalition qu'on a lancée avec le commissariat à l'énergie atomique, qui est une coalition sur l'industrie et l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Yannick? Oui, ben, du coup, c'est vraiment cette idée d'opérationnaliser au maximum l'économie circulaire. Donc, on a lancé une coalition. Donc, le CA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, je le précise. Et en gros, dans cette coalition, ben, vous avez 10 industriels de secteurs vraiment différents. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille là pour l'instant sur toute une année et on met vraiment les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, on traite de cas spécifiques pour chaque industriel. On les creuse sur un plan technique. On a développé une méthodologie avec un canevas stratégique adapté. On creuse ces cas qui sont très différents suivant les industriels, évidemment. Et ensuite, on va regrouper cette vision pour essayer de déterminer des initiatives communes, des preuves de concept qu'on va essayer de porter à l'échelle. On a la chance d'être accompagné par les ministères, notamment la DGE, dans cette coalition, ce qui est très précieux, puisque ça facilitera aussi le fait de montrer comment on peut inscrire ça dans un territoire. On est convaincus dans cette coalition, je pense que c'est vraiment les 40 acteurs qui participent, qu'il faut réindustrialiser, que c'est un des sujets majeurs, parce que si on ne réindustrialise pas, ben on va continuer à rester dépendant de chaînes de valeur externes avec des impacts environnementaux disproportionnés. Donc il faut réindustrialiser, mais il faut réindustrialiser de manière circulaire. Il faut réindustrialiser de manière intelligente, en mutualisant les forces sur le territoire. C'est ce qu'on cherche à faire dans cette coalition. Et évidemment, il y a des points d'intérêt commun très rapidement. Yannick, peut-être en citer 2 ou 3, parce que je crois qu'on est hors chrono. Je pense qu'on a dépassé le chrono. On va travailler évidemment à travers les cas sur l'énergie, sur les matières stratégiques, sur tout ce qui est la réglementation. On va parler de capacité industrielle également. On va parler des matériaux, on va parler des technologies, on va parler d'énormément de sujets. En creusant les cas, forcément, ça ouvre plein de perspectives. Et je pense qu'on va peut-être faire une petite conclusion rapide. Merci Yannick pour cette transition. Juste pour vous partager, si jamais au sein de Vinci, ou j'imagine qu'il y a d'autres acteurs du BTP, de la construction, qui veulent lancer des coalitions, vous partagez très rapidement quelques facteurs clés de succès avant de lancer une coalition. Ça peut être à la fois une source de réussite assez impressionnante ou des échecs assez fracassants. On a travaillé avec le BCG et les Échos dans un think tank avec Circulaire pendant un peu plus de 6 mois pour caractériser ce qui faisait qu'une coalition marchait. Je vous partage ici 6 facteurs clés de succès. On a un rapport disponible en open source qu'on pourra partager à Léonard avec l'explication de ces 10 facteurs clés de réussite. Mais très rapidement, toujours privilégier un noyau dur. Quand on lance une coalition, on va vouloir ramener la terre entière. Concentrez-vous sur 5 à 10 acteurs maximum pour faciliter l'agilité et évidemment le partage de connaissances, parce que plus vous avez d'acteurs, plus vous avez de conflits, de partage de données et autres. Donc partez avec un nombre critique et un noyau dur, et ensuite, de toute façon, ce qu'on appelle le first mover advantage. Ensuite, vous allez avoir les early adopters, et puis vous allez avoir une tendance de fond qui se génère. Et d'ailleurs, vous allez toujours avoir du mal à convaincre les 2-3 premiers, et puis après, ça bouche pour rejoindre la coalition. Avoir un cadre juridique clair
Dans le cadre des coalitions, on va avoir le partage de données ultra confidentielles. Donc il faut absolument mettre un cadre de confiance et juridique extrêmement fin pour permettre à l'ensemble des compétiteurs de partager de la donnée en toute sérénité. Ça, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Donc entourez-vous de départements juridiques ou d'experts juridiques dans le cadre de coalitions. S'entourer des meilleurs experts. Il y a 2 compétences à aller chercher dans la mise en place de coalitions. Il y a l'animation de coalitions. Nous, c'est notre expertise avec Circulaire. On anime un peu plus de 10 coalitions d'entreprises sur différentes thématiques. Et puis, aller chercher l'expertise métier très technique, très fine, qu'apporte en l'occurrence le commissariat à l'énergie atomique avec l'Institut spécialisé de l'économie circulaire sur les compétences métiers, les compétences techniques, avec presque 300 chercheurs qui sont mobilisés sur ces sujets-là et qui nous permettent de répondre aux enjeux des acteurs présents dans la coalition. Avoir le bon état d'esprit. Encore une fois, passer de cette logique de compétition à coopétition, on en est au tout début. Ce n'est pas vraiment culturellement quelque chose qu'on fait en France. Et vous allez assez rapidement en voir quand vous faites entrer des entreprises dans la coalition, certains qui vont dire mais je vais être avec ce compétiteur, je ne vais pas vouloir partager mes données. Nextez, mettez tout de suite cette personne de côté parce que vous allez avoir du mal à faire avancer la coalition avec ce type de personnes-là. Donc mieux vaut perdre 2-3 personnes dans la coalition qui n'ont pas le bon état d'esprit et commencer avec un plus petit noyau pour entraîner un effet de groupe par la suite. Donner du temps aux coordinateurs. Dans nos coalitions, chaque entreprise est représentée par 1 ou 2 coordinatrices, coordinateurs. C'est à peu près 1 à 2 jours par mois qu'il faut donner. Si ça ne fait pas partie de la fiche de poste, si ça ne fait pas partie des OKR de cette personne-là, en fait, ça va être du nice to have. La personne ne va pas pouvoir se mobiliser. Donc là, dans les entreprises qui participent à des coalitions, qui laissent des leaders de l'entreprise représenter l'entreprise au sein de la coalition, il faut vraiment inclure ça dans la fiche de poste. Et c'est un facteur clé de succès. Et c'est important aussi de remonter au niveau COMEX pour pouvoir avoir une vraie validation de ce type de démarche. Et finalement, impliquer des critical friends, parce qu'une coalition, quand vous l'avez vu avec l'ensemble d'industriels, très rapidement, on peut être taclé de créer des clusters sur des sujets clés de l'économie circulaire. Et donc là, c'est important de solliciter des ONG et autres qui viennent remettre en cause le travail. Pour vous donner un exemple concret, on a monté l'année dernière avec Circulaire et l'ADEME une coalition sur comment communiquer sur mes produits et services circulaires. Très rapidement, il y a la notion de greenwashing qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait intervenir Perle de Greenwashing, qui est une ONG qui va venir challenger les campagnes de communication. On a fait intervenir la DGCCRF, on a fait intervenir des jurys spécialisés sur l'environnement pour venir checker toutes les déclarations. Et là, ça donne de la crédibilité à ces coalitions. C'est que 6 facteurs clés de succès, il y en a une dizaine, mais on vous les partagera. Et pour finir, dans l'industrie du BTP, vous êtes connus pour posséder des fondations très solides, donc on espère très sincèrement que vous serez à l'origine de la construction de prochaines coalitions qui permettront de faire passer l'échelle de l'économie circulaire. Merci beaucoup et au plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux. Alors j'avoue que j'avais des questions, mais comme on est un petit peu rapide, je livre ici comme une réflexion. Effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait d'avoir une coalition, notamment sur le BTP, parce que dans le BTP, on a un certain nombre d'intervenants variés sur une chaîne de valeur qui est très grande. Et ce serait intéressant de faire en sorte que toutes ces personnes-là puissent se parler, des plus petits acteurs jusqu'aux plus grands, et voilà, de pouvoir créer une boucle ouverte, comme le disait tout à l'heure Yannick. Merci à tous les deux. Je vous propose de poursuivre les échanges et on aura l'occasion peut-être de poser quelques questions à la fin. Donc on va poursuivre en accueillant Blandine Revest, qui est directrice matériaux chez Solidé. C'est une société de Vinci Construction. Donc Blandine va vous présenter la solution OGEO. Elle l'expliquera mieux que moi, mais la solution OGEO, rapidement, c'est une solution qui formule en fait des granulats à base de matériaux recyclés. Et donc, quand on sait finalement que le sable et les granulats sont finalement des matériaux dont la demande risque de quasiment doubler d'ici 2060, on comprend tout l'intérêt de créer des solutions comme celle-ci, dont l'objectif est de promouvoir et de valoriser la qualité des matériaux issus de l'économie circulaire et des matériaux recyclés à grande échelle. Merci Maria. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter la solution OGEO qui a été développée par les entités matériaux de Vinci Construction Route. Donc, pour faire un petit peu d'historique quand même sur le sujet, l'engagement de Vinci Construction Route en faveur de l'économie circulaire ne date pas vraiment d'aujourd'hui. Déjà, il y a pratiquement 50 ans, en 1970, en Lorraine, on exploitait les crassiers de laitiers des Hauts-Fourneaux. Ensuite, dans les années 80, a été montée la première plateforme de recyclage de béton suite à la démolition des abattoirs de la Villette.
Un peu plus tard, en 1994, il y a eu le premier centre de traitement et de valorisation de mâches-fer qui a été monté à Massy, donc les mâches-fer d'incinération d'ordures ménagères. Un peu plus près de nous maintenant, en 2019, on a mis en route la carrière perpétuelle à Tourville. Alors qu'est-ce que c'est la carrière perpétuelle? C'est un site sur lequel on accueillait des déblais, des terres excavées issues de chantiers locaux dans lesquels on avait remarqué qu'il y avait de la matière, mais que jusqu'ici on ne valorisait pas parce que finalement trop coûteux en termes d'efforts. Et puis on a décidé de laver ces matériaux et on s'est aperçu que les sables et les gravillons qui en ressortaient pouvaient être tout à fait utilisables comme granulats, comme c'est les cousins des granulats issus de carrière. Et en 2021, afin de structurer un peu toute cette démarche et notre pensée autour de l'économie circulaire, a été lancée la démarche Granula Plus. Alors la démarche Granula Plus, en fait, c'est une démarche dans laquelle s'engagent les sites, notamment de Vinci Construction, route. Cette démarche, elle a plusieurs principes. Un des premiers principes, c'est la préservation de la ressource, c'est-à-dire on a un gisement disponible, on va essayer à tendre à valoriser 100% de ce gisement. Il y a aussi tout ce qui est aspect intégration dans le territoire, c'est-à-dire que nos sites sont intégrés localement à travers de réseaux qui sont au plus proche des territoires. Et aussi, l'idée, c'est de proposer des produits et des services qui vont être adaptés au territoire. L'idée n'est pas de proposer sur un site, par exemple, uniquement un type de matériau et vous voulez tel autre type de matériau, débrouillez-vous, allez le chercher ailleurs, ou vous avez besoin de ce service associé. Voilà, l'idée, c'est que sur chaque site, le client puisse avoir l'ensemble des sites et des matériaux dont il peut avoir besoin pour son chantier. Et in fine, l'objectif, c'est d'avoir le bon produit pour le bon usage. Voilà. Et en 2022 est née une initiative locale en PACA qui s'appelle OGEO et qui a été ensuite étendue en 2023 à tous les sites en France de Vinci Construction Route. Alors, d'où nous est venue, comment est venue l'idée de créer OGEO? Quelles ont été nos motivations? Il y a plusieurs paramètres. Déjà, le premier, c'est que les attentes sociétales vis-à-vis de l'économie circulaire sont de plus en plus fortes. Ce n'est pas nouveau. Nous travaillons déjà sur l'économie circulaire depuis un certain temps, on l'a déjà vu, mais les attentes sont vraiment de plus en plus fortes. En parallèle, nos autorisations sont de plus en plus difficiles à obtenir. Alors, un renouvellement, c'est déjà difficile. Ouvrir une nouvelle carrière, c'est extrêmement complexe. Et ces autorisations sont nécessairement limitées dans le temps et dans l'espace. Donc, on fait face à une raréfaction de la ressource. Un autre constat, en parallèle, c'est que nous sommes engagés effectivement dans le recyclage de matériaux, mais on remarque une stagnation finalement de nos ventes de matériaux recyclés, comme si les recyclés n'arrivaient pas toujours à se substituer aux matériaux naturels. Et donc, afin de pouvoir toucher soit de nouveaux clients, soit des clients potentiels, de les amener vers l'économie circulaire, il a fallu, on va dire, imaginer les choses autrement. Et comment on a imaginé les choses? Tout simplement, on allait regarder un peu ce qui pouvait se faire dans d'autres industries qui utilisent aussi des matières recyclées. On prend l'exemple du papier, du verre ou de l'acier. Vous avez votre papier, quand vous achetez un papier, finalement, vous regardez pour quel usage vous voulez l'utiliser. Est-ce que vous voulez un papier brillant, tout blanc, pour faire une très belle impression? Est-ce que vous avez besoin d'un papier peut-être un petit peu moins beau, un petit peu moins brillant pour inscrire vos notes, etc. L'industriel, il va ensuite produire le papier en fonction de votre usage. Et donc, il va utiliser, par exemple, de la matière recyclée selon des taux différents dans le papier. Vous, quand vous allez acheter le papier, ce qui vous va intéresser, c'est l'usage que vous allez en faire. Ce n'est pas finalement quel est le taux de recyclage. Ça va être un paramètre qui va peut-être influer dans votre achat, mais l'acte premier d'achat, ce sera par rapport à votre usage. Et l'idée, avec OGEO, c'est de faire la même chose pour les granulats. Il n'y a plus une dichotomie entre les granulats naturels et les granulats recyclés. On a un besoin, on formule en fonction de votre besoin un granulat à partir de ressources primaires et à partir de ressources secondaires. Les ressources primaires, ce sera les matériaux naturels finalement que l'on produit sur la plupart de nos sites. Les ressources secondaires, ça va être la matière recyclée, par exemple à partir de démolition, c'est la première à laquelle on va penser, mais ce sera aussi d'autres types de matériaux qui étaient normalement un déchet et que l'on pourra réutiliser.
Donc on pense à des terres excavées, on pense par exemple à des ballasts, mais ça peut être encore des choses un peu moins connues. Donc l'idée est vraiment d'adapter le matériau en fonction de l'usage et de se forcer de réfléchir à quelle est la ressource secondaire que l'on pourra utiliser pour cet usage. Alors, c'est bon, ça passe. Les différents, on va dire, à côté qu'il pourra y avoir par rapport à OGEO, c'est qu'on est forcément sur une production locale. Comme je l'ai dit, pour chaque usage, on va réfléchir à quelle formulation on peut faire. Donc c'est chaque site dans son environnement local qui va regarder la matière dont il a à la disposition, qui connaît aussi le marché, qui connaît les besoins de ses clients, qui va pouvoir proposer une formulation. Donc on sera sur quelque chose d'extrêmement local. L'idée aussi, dans chaque formulation, c'est de proposer la bonne qualité pour l'usage dont on aura besoin. Donc une qualité similaire à ce que l'on pouvait avoir avant, mais pas de surqualité non plus. Faire vraiment adapter la formulation aux besoins du client. Les matériaux OGEO sont en cours de certification sur ce sujet et nous avons aussi en cours les études pour vérifier les économies de CO2 que peuvent nécessairement impliquer l'utilisation de ressources secondaires, que ce soit en termes d'économiser de la ressource ou en termes par exemple, de logistique qui permettront du double fret. Voilà, donc les produits OGEO sont disponibles sur l'ensemble du territoire, puisque nous proposons un maillage de sites sur l'ensemble du territoire. Les usages visés sont tous les usages de granulats possibles, en fait, que ce soit dans les bétons, dans les travaux publics, dans les enrobés. À chaque fois, c'est vraiment s'adapter aux besoins du client. Voilà, je crois que j'ai un peu rattrapé le temps pour mes collègues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Blandine. Et du coup, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. La première question est plus difficile, mais après ça va tout seul. Alors moi, j'en ai une quand même. Je voulais savoir, est-ce que vous avez constaté une approche, en tout cas quelle est la façon dont les clients ont réagi vis-à-vis de cette offre? C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, OGEO visait à, quelque part, contourner les freins un peu psychologiques de l'image de produits recyclés qu'on peut avoir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, du coup, on peut aller voir de nouveaux clients et réussir à leur faire comprendre, est-ce que pédagogiquement, vous avez atteint votre but? Alors, du coup, je vais prendre l'exemple de ceux qui ont commencé en PACA. Au début, ils se sont même mis un interdit, c'était de ne plus proposer de matériaux naturels, mais de proposer que des matériaux recyclés, enfin que des matériaux, formulés à partir de ressources primaires et secondaires. Et ça marche, parce que leurs clients ont accepté de leur faire confiance et de les accompagner dans cette démarche, y compris des clients qui étaient vraiment freinés et qui ne voulaient que du naturel. Ils les ont, entre guillemets, un peu forcé la main. Et une fois que les clients ont compris qu'en termes, parce qu'ils ont besoin aussi, les garanties, c'est en termes de qualité. Et une fois qu'ils ont eu ces garanties en termes de qualité, ça s'est bien passé. Une question. Non. Entre autres. Vous parliez des matériaux recyclés, mais est-ce que vous avez pensé aux matériaux déjà des stériles issus des carrières? Oui, ça fait partie des ressources secondaires qui sont intégrées dans OGEO. Dans OGEO? Dans OGEO, oui. En fait, la ressource secondaire, ça va être tous les matériaux. Finalement, on parle du recyclé, mais pas seulement, c'est le premier auquel on pense, mais des stériles de carrière que peut-être avant, on disait finalement, je vais les mettre au fond du trou parce que je ne sais pas les utiliser. L'idée de OGEO, c'est aussi réfléchir sur ces matériaux, comment je peux faire pour les intégrer dans une formulation pour aussi pouvoir valoriser cette ressource-là. Ouais, parce que c'est au moins entre 20 et 30% des... Sur certains sites, c'est important. Oui, tout à fait. Mais ça fait partie des ressources secondaires qu'il faut intégrer dans OGEO et qui sont intégrées dans OGEO. Est-ce que dans cette démarche, du coup, vous êtes en capacité ou peut-être on vous l'a déjà demandé, je pense notamment à la SNCF, de valoriser des matériaux dont ils peuvent disposer en se disant qu'est-ce qu'on peut faire de ça finalement? Alors, quand on parle de la SNCF, on parle des ballasts, par exemple. Et les ballasts font partie des matériaux qui sont aussi intégrés dans OGEO et sur lesquels on travaille. Notamment, il y a eu en ce moment énormément de travaux de la SNCF pour
moderniser les voies. Et donc, il y a déjà au sein de la SNCF un gros travail pour réutiliser les ballasts qui sont réutilisables à l'intérieur des voies. Et il y a une fraction qui n'est pas réutilisable, que nous, on récupère et que l'on peut valoriser, qu'on valorise en partie au sein d'offres OGIO. Merci, Blandine. Question, je ne vous avais pas vu. Vous étiez caché, levez le bras. Bonjour, merci beaucoup. Sandrine Mansoutre, EcoToolbox. Est-ce que vous travaillez aussi pour améliorer les performances de vos granulats sur la recarbonatation accélérée des matériaux de déconstruction, des bétons, par exemple? Alors, c'est un sujet sur lequel on travaille. En ce moment, on est en train de mener des tests pour voir quel est le potentiel d'absorption des carbones de nos granulats. On n'est pas au bout encore du sujet parce qu'on a quand même une grosse variabilité des résultats pour le moment. C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité du matériau, on n'a pas toujours les résultats qu'on aurait escomptés. Donc pour l'instant, oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On n'est pas encore au bout du sujet et on est surtout en train de vérifier dans quel cas ça a un intérêt et dans quel cas ça n'en a pas forcément. On s'est rendu compte, par exemple, sur les matériaux recyclés, c'est les bétons recyclés sur lesquels on a testé en premier. En fonction de la qualité du gisement initial, on n'a pas du tout les mêmes résultats à la fin. Et donc, il faut qu'on caractérise dans quel cas d'usage c'est intéressant et quel cas d'usage ça ne l'est pas. Et je vous remercie. Merci, Blandine. On va poursuivre. Il est temps de vous présenter ceux qui font vivre le lab. C'est un peu le cœur de la machine, ce sont les chercheurs. Et donc aujourd'hui, on reçoit Ambroise Lachat, qui est ingénieur-chercheur en analyse environnementale au BRGM. Lors de son passage à l'École des Ponts et donc au Lab Recherche Environnement, durant sa thèse, Ambroise a donc développé 2 nouveaux indicateurs de circularité, avec pour ambition de mieux mesurer la circularité des matériaux, et on en parlait tout à l'heure avec Circulaire, et également sur le second indicateur, de pouvoir accompagner finalement les maîtrises d'œuvre, les déconstructeurs dans la massification du réemploi. Oui, merci Maria. Effectivement, donc cette présentation, ça se déroulera en quelque sorte en 2 parties. Donc elle fera à la fois le lien avec la première présentation et le lien avec la suivante. Donc juste pour commencer, j'ai vu qu'on a commencé déjà à parler réemploi, à parler de patrimoine, et je me suis dit qu'on pouvait, d'économie circulaire également, qu'on pouvait refaire quelques points sur les définitions et aussi sur le cadre, sur le contexte du réemploi en général. Donc il faut savoir que le réemploi n'est pas un acte nouveau, au contraire c'est très ancien. Vous avez ici à l'écran 3 exemples. Donc le premier, très ancien cette fois, donc pour le Stonehenge, où on a mis via des mesures, on a mis en avant que des pierres bleues, certaines pierres étaient extraites des carrières 2 à 3 siècles avant la construction du monument. Deuxième exemple, donc le pont de la Concorde, donc de Jean-Rodolphe Perronnet, et qui est constitué en majorité des pierres de la Bastille. Donc pour la petite anecdote, ce choix a été fait, je cite, afin que le peuple puisse continuellement fouler le pied de l'antique forteresse. Donc avec une certaine signification. Et pour le dernier exemple, ici, vous pouvez voir à l'écran le fronton du palais des Tuileries. Donc lors de sa déconstruction, du coup, par l'entreprise, par Achille Picard, où il a décidé de l'utiliser pour orner son entreprise en 1883. Pardon. Voilà, donc c'est très ancien et en fait c'est une pratique qui a perdu en savoir-faire à partir du 19e, fin 19e, début 20e, donc à cause des questions d'industrialisation, à cause des questions d'augmentation des coûts du personnel, à cause des questions d'augmentation aussi du prix du foncier. Voilà, donc un multifactoriel. Un deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de la hiérarchie des modes de gestion des déchets. Donc là, on va remettre en point, on va resituer toutes ces questions de réemploi, réutilisation, recyclage. Et donc vous avez sûrement vu avec la petite à gauche la petite pyramide inversée. Donc pour avoir, on a une meilleure qualité et en tout cas oui, ce qu'il faut favoriser, c'est ce qui est en haut, en vert.
et donc avoir toute une hiérarchie entre ces différents termes. Donc pour le recyclage, ce qu'il faut noter, c'est que on a souvent en tête, c'est on retraite une substance et en fait, ça nous permet de garder l'intégrité de la matière. Leur réutilisation, on va à un stade plus supérieur, donc on va garder en quelque sorte l'objet intègre ou en partie intègre. Donc pour, on va dire classiquement un usage détourné, ça peut être le même usage. Théoriquement, c'est juste le fait qu'il passe ou pas par le statut déchet, mais là, je préfère rajouter quand même la question des usages détournés. Et dans ce cas-là, on garde une intégrité partielle du matériau, et on a bien sûr l'intégrité de la matière qui est derrière aussi. Donc on a une qualité d'usage et une qualité intrinsèque du matériau. Et le réemploi, donc là, c'est vraiment le plus élevé, où on va utiliser le matériau et en fait même l'objet exactement pour le même usage. Donc on garde l'intégrité, la totale du matériau. Donc on garde totalement aussi la qualité intrinsèque et la qualité d'usage. Voilà. Et enfin, quelques chiffres, c'est pour vous montrer des objectifs de réemploi qui sont dans la loi AGEC et le cahier des charges, notamment des éco-organismes pour la REP, donc la responsabilité des producteurs. Donc avec des hauts niveaux pour différents matériaux et aussi à la dernière ligne, donc c'est pas un objectif de recyclage, mais là c'est l'objectif de réemploi, donc avec 2% en 2024 et 4% en 2027, sachant que aux alentours de 2020, on était à 1%, donc c'est des objectifs très ambitieux, même s'ils paraissent très faibles, d'où le besoin d'agir à la fois sur la question du recyclage et de l'économie circulaire au sens light et aussi à des niveaux plus élevés, donc avec du réemploi aussi. Donc, pour cette présentation, je vais avoir deux axes. Le premier qui va consister à comment on peut mesurer cette circularité, donc comment on peut mesurer les atouts de nos solutions, notamment par exemple qu'on a présenté avant, et le deuxième axe sur déterminer le potentiel de réemploi, donc comment on fait en sorte cette fois de maximiser la qualité donc de la valorisation, donc en essayant au maximum de faire du réemploi ou à la rigueur de la réutilisation, donc avec la présentation d'un indicateur développé au cours de ma thèse à l'école des ponts. Donc pour le premier point, alors donc comme on a vu au début de la table ronde, il y a beaucoup d'indicateurs de circularité qui peuvent exister. Vous avez à l'écran deux exemples qui se focalisent là sur la circularité matière, mais en fait, à l'instar de la définition de l'économie circulaire qui sont assez nombreuses, on a un panel d'indicateurs très important parce qu'on a tout simplement des objectifs différents qui peuvent diverger ou bien une vision différente. Donc là, vous avez deux exemples d'indicateurs de circularité sur lesquels je me suis basé pour la suite. C'est des indicateurs qui prennent en quelque sorte la matière valorisée en entrée du cycle et la matière valorisable plutôt en sortie du cycle, donc avec deux exemples à ce niveau-là, mais c'est pas trop important d'aller dans le détail. Si vous voulez, vous pourrez regarder les slides. Pareil, ici, je l'ai mis cette slide pour avoir une idée d'un peu d'une comparaison de ces indicateurs-là. Donc c'est très indigeste, je vous invite à le regarder à tête reposée, mais l'idée c'est surtout de voir quels étaient les points faibles peut-être de ces indicateurs-là. Et l'un des points principaux, c'est que ça prend souvent pas en compte la qualité de valorisation, donc ça ne sépare pas si c'est du réemploi, si c'est de la réutilisation, si c'est du recyclage simple ou on parlait de upcycling, donc on peut même rajouter des différents degrés, donc downcycling, upcycling. Et un autre point, qu'aucun de ces indicateurs-là ne prenne en compte plusieurs cycles de la matière, donc, plusieurs cycles de vie de l'objet, alors que justement, ça serait le principe, c'est qu'on soit une boucle fermée, mais une boucle fermée, on peut avoir plusieurs boucles, et pas seulement une seule boucle. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de développer, ou plutôt d'améliorer un indicateur, pour en avoir pas vraiment un nouveau, mais en fait avoir une évolution d'indicateur qui prendra en compte ces usages-là. Voilà, donc c'est à la fois prendre la qualité de la valorisation et aussi en fait, en quelque sorte, on pourrait dire prendre en compte excusez-moi, prendre en compte aussi le savoir-faire ou prendre en compte une technique de développer et pas seulement en fait se focaliser sur un matériau, mais vraiment être au niveau savoir-faire et performance d'une technique. Voilà.
Donc l'idée, c'est qu'on a eu des discussions, des groupes de travail avec des opérationnels de Vinci, donc, notamment la route donc pour OGEO, pour discuter de nous, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on aimerait et qu'est-ce qu'on peut fournir comme information. Et ça aboutit à l'indicateur que je vais vous présenter ici, donc qui permet de mesurer le caractère circulaire d'une solution ou d'une technologie, et ainsi de hiérarchiser les différents produits qu'on va étudier. On le place du coup dans le contexte géo et plus exactement dans la route. Donc l'idée c'est qu'en fait, dans un granulat qui sera utilisé dans une route, donc l'idée c'est qu'on a du granulat naturel qui sera qui est sur site, mais aussi du granulat secondaire. Là pour l'exemple, c'est ce que vous voyez dans le cycle 0, c'est un granulat issu de béton, donc qui serait démoli, qui arriverait sur le site de valorisation et ensuite recyclé sur ce site de valorisation. Donc ça, c'est c'est le passé et le présent. Et ensuite, on aurait une vision prospective pour prendre en compte les cycles suivants d'utilisation de ce granulat dans un contexte routier. Donc c'est une prospective. On peut prendre 1, 2, 3 ou plus de cycles. Plus on aura de cycles, plus on a d'incertitudes, mais en même temps, on a vraiment une vision plus à long terme. Mais on peut se limiter dans un cadre d'une route à 2 ou 3 cycles. Ça prend déjà, on est déjà de l'ordre de plusieurs centaines d'années, donc c'est suffisant. Voilà. Donc en fait, on va faire un schéma. La première étape, c'est de faire un schéma de toutes ces possibilités, donc du cycle 0, le cycle de valorisation, le cycle 1, le cycle 2, donc avec des possibilités enfouissement, recyclage, emploi par exemple. Et voilà. Donc pour resituer la question de la route, donc la route c'est plusieurs couches qui sont l'une au-dessus de l'autre, et notamment on peut séparer deux grandes parties, donc ce qu'il y a au-dessus de la plateforme, ce qu'il y a en dessous de la plateforme, avec pour le granulat directement, ce qui va nous concerner, c'est la couche d'assises au-dessus de la plateforme et la couche de forme, donc qui ont toutes deux des caractéristiques un peu différentes, et notamment on va pour la suite la couche d'assises a plus de contraintes techniques que la couche de forme, donc on va dire qu'elle a une meilleure qualité que la couche de forme. En tout cas, on aura besoin de granulats d'une meilleure qualité à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un des points importants pour la suite. Voilà. Pour la formule, parce qu'il faut toujours une formule quand on veut un indicateur. Alors pareil, c'est peut-être un peu barbare ici, mais en fait, l'idée, c'est pareil, comme je vous avais présenté sur une des premières slides, c'est une quantité de granulats, une quantité de matière valorisée en entrée, une quantité de matière valorisable en sortie, avec quelques coefficients pour corriger l'ensemble. Et surtout, ce qui est intéressant dans certains indicateurs, c'est les coefficients A, B, C, D que vous voyez. Ça différencie les qualités de valorisation. Voilà. Donc en fait, ça rajoute un coefficient entre 0 et 1 en fonction de la qualité. Donc si c'est très bonne qualité, ça sera 1. Si c'est faible qualité, ça sera 0. Voilà. Donc avec ces groupes de travail, on a pu discuter des différentes valeurs. Donc je ne vous présente pas exactement les valeurs, puisque c'est amené à évoluer, mais en fait ça nous fait un classement entre si on vient du béton et qu'on l'utilise en couche de forme, alors on a une telle valeur. Si on a du béton, on l'utilise en couche en couche d'assises, on a alors telle autre valeur. Si on vient d'une couche d'assises à une couche d'assises, eh ben on a telle valeur, etc., etc. Voilà. Un autre point, c'était pour créer l'ensemble du petit schéma, en fait, le cycle complet de la matière. Donc, comme je vous avais présenté, cycle 1, cycle 2, cycle 3, avec différentes possibilités. Et en fait, on a une forme de schéma qui correspond en bas à gauche pour donner une vision de à quoi ça peut ressembler. Voilà. Et pour les résultats, ça nous donne ainsi ce type de graphique, ce type de résultat-là. Donc, vous voyez en rouge en fait la quantité, la masse de matériaux au fil des cycles qui reste en couche de forme, donc la meilleure qualité, la moins bonne qualité sur les deux couches qu'on a choisies. Et en bleu, c'est ce qui reste en couche d'assises, donc la meilleure qualité. Et en fonction qu'on ait OGEO à droite ou pas d'OGEO à gauche, on voit qu'en fait, on a
pas la même proportion entre les cycles de couche de forme ou couche d'assises. Et en fait, c'est lié justement à toute cette technique OGO qui permet d'avoir la meilleure qualité par la combinaison de matières neuves et matières secondaires, et ainsi d'avoir le plus de temps possible d'utiliser de la matière pour des usages de la meilleure qualité. Voilà. Donc, grâce au savoir-faire d'OGO. Voilà. Et les petites valeurs, parce que quand on a des indicateurs, donc on aime bien avoir une valeur unique. Vous les avez en bas à gauche, donc un granulat recyclé qui est utilisé dans OGO. Par exemple, ça nous donne telle valeur, donc proche de 1, donc 0,74 proche de 1, alors que pour un granulat recyclé hors OGO, on serait seulement à 0,41, parce qu'on ne peut pas optimiser la matière pour qu'elle soit utilisée dans le meilleur usage. Donc si on devait synthétiser, par exemple là pour l'OGO, l'application de cet indicateur-là, c'est qu'on voit que OGO permet donc des applications à plus haute valeur ajoutée et sur plusieurs cycles comparé à un autre produit. Donc voilà, donc l'intérêt de cet indicateur-là, c'est que ça permet vraiment de comparer deux technologies ou bien deux savoir-faire, un où on n'utiliserait que du granulat recyclé, ou un autre où on permet d'associer le granulat recyclé et naturel pour avoir une meilleure qualité. Voilà. Voilà. Donc j'ai parlé beaucoup de recyclage, mais j'aimerais aussi parler de réemploi. Donc des fois une qualité supérieure. Bon, ça s'applique malheureusement pas à la route au stricto sensus. Donc on va aller cette fois à l'échelle du bâtiment, où on a développé un indicateur qui tend à mettre en avant le potentiel de réemploi. Voilà. Donc en fait, quand on parle de réemploi, donc il y a beaucoup de référentiels, de documents d'information qui peuvent avoir, où on peut piquer par-ci par-là des informations sur comment bien réemployer. Et l'idée, c'était de rassembler toutes ces informations-là en un unique indicateur pour avoir une valeur qui soit vraiment parlante à l'usage, par exemple, de l'AMO réemploi, du maître d'ouvrage ou bien simplement du diagnostiqueur, pour pouvoir donner des conseils sur ou prioriser son emploi, ou peut-être abandonner un peu la question du remploi parce que trop compliqué, trop complexe. Voilà. Mais surtout, voir là où il y a vraiment du potentiel pour réemployer. Voilà. Donc ça sera un indicateur pareil entre 0 et 1. Et je vais vous présenter du coup à quoi il ressemble. Voilà. L'idée, c'est d'avoir différents critères et différents paramètres, donc très nombreux, et que ça soit vraiment complet, donc à la fois technique, mais aussi juridique, économique, environnemental. La question de santé aussi, on a vu avec les questions de pollution. Et en fait, on va associer une valeur et un coefficient de pondération pour chaque élément ici. Donc, on l'associe avec cette formule-là, mais l'idée, c'est surtout que retenir en tête, c'est qu'on a une composante qui est spécifique à l'élément qu'on réemploie, parce qu'en fait, ils ont des techniques, ils ont des performances propres. Une porte coupe-feu a besoin d'être coupe-feu, une poutre en béton armé a besoin n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une porte coupe-feu. Voilà, donc ça, c'est un petit paramètre qui permet de bien compléter. Et après, le deuxième point, donc l'indice que j'appelle le critère externe, c'est vraiment, là par contre, tout ce qui est autour des réemplois, donc la logistique de réemploi, la question économique et environnementale. Donc ça, cet indice-là, lui, a été développé au cours de la thèse pour, en quelque sorte, et qui peut être appliqué pour tout type d'éléments du bâtiment. Voilà. Et quelques exemples ici pour terminer. Donc on a appliqué cet indicateur-là sur ces exemples-là. Donc le premier en haut à gauche, qui est le cas d'une petite poutrelle, d'une structure créée par les étudiants. À droite, le cas d'une porte classique. En bas, ensuite, réutilisation d'un voile béton, mais pas dans un rôle structurel. Le réemploi d'un béton supposé donc dans un cadre structurel, mais du coup un béton qui n'a pas été développé pour être réemployé. Et en bas à gauche, donc issu de la thèse d'Ingrid Bertin, où elle a développé un portique donc qui peut être réemployé. Voilà. Donc on va voir ce que ça nous donne en termes sur... Bon, vous avez malheureusement pas les flèches, mais vous avez les valeurs, donc vous pourrez les restituer dans l'échelle de gauche. C'est qu'en fait, on voit que ça nous permet bien de discrétiser tous ces éléments-là, voir
voir les classer des plus favorables au réemploi aux moins favorables. Et bien sûr, sans surprise, on voit que quand c'est un élément structurant en béton armé, c'est moins favorable au réemploi. Mais on voit aussi quand même que si jamais par contre on a cette éco-conception pour être réemployable, on gagne quand même d'un niveau. Et voilà. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment une vision du potentiel de remploi. Et voilà. Donc si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous invite à me contacter. Et après, je laisserai mes collègues présenter la suite de comment ils ont pu valoriser ça de leur côté. Voilà. Merci à vous. Merci Ambroise. Est-ce que vous avez des questions? Je vous regarde, levez la main bien haut. Par là. Sur la réemployabilité des matériaux, là on part d'un matériau qui n'est pas du tout issu de matières premières. On sait aujourd'hui, ok, on peut le réemployer. Et par la suite, cet élément, enfin ce nouveau matériau qui est issu d'un mix, est-ce qu'il est réemployable encore et combien de fois? Oui, alors donc c'est une discussion qu'on a eue et en fait en quelque sorte si je reviens par rapport aux présentations là, c'est le stade où on construit le schéma de l'ensemble des cycles. Alors voilà, là donc que vous voyez un peu en quelque sorte en bas à gauche, c'est pour chaque étape on se pose la question. Oui, ça vous donne juste une idée, voilà, ça vous donne une idée, mais pour chaque étape, on se pose la question, donc quelles sont les possibilités donc, de valorisation, quel pourcentage, et ensuite, à la fin de vie du deuxième cycle, quelles sont les nouvelles possibilités en fonction du coup des cycles suivants. Donc on s'est posé la question, si on était en couche d'assises et qu'on va de nouveau en couche d'assises, même si c'est le deuxième recyclage, est-ce qu'on va pouvoir garder un même niveau de recyclage de cette matière-là. Voilà. Donc, dans le cas d'OGEO, et c'est aussi pour cela qu'on a ces graphiques-là, c'est que tant qu'on reste dans une couche de qualité élevée, donc par exemple la couche d'assises, on va pouvoir avoir un recyclage toujours élevé à ce niveau-là. On a toujours des pertes liées au process, mais on pourra toujours avoir un recyclage de qualité très fort. Et par contre, si on est en couche de qualité plus faible, on pourra quand même remonter une partie de la matière pour des couches supérieures de meilleure qualité, mais on sera quand même bien sûr toujours limité à cette qualité. Mais on pourra quand même avoir sur beaucoup de cycles un maintien d'usage de cette matière-là. Elle sera pas, au bout de 2 cycles, elle ne sera pas mise de côté, enfouie. Voilà. Elle pourra toujours être recyclé dans le cadre d'une route, par exemple. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut avoir aussi, et d'où l'indicateur ici, c'est d'avoir cette question-là pour tout type d'objet. Est-ce qu'on se limite à un seul recyclage et ensuite on perd totalement la qualité de la matière et dans ce cas-là, il faudra l'enfouir au pire des cas, ou bien on pourra vraiment avoir un recyclage au sens large, donc réemploi, réutilisation, sur un cycle, 2 cycles, 3 cycles ou plus. Voilà. Donc c'est une question à garder en tête. J'espère avoir répondu à la question. Alors, il y a une question tout en haut. Je vous demanderai de vous présenter si vous voulez bien. Oui, bonjour, Lionel Dallard, Vinci Construction. Est-ce que dans vos recherches, vous regardez toujours le besoin, c'est-à-dire la demande, ou est-ce que par moment vous travaillez complètement décorrélé de la demande et du coup aller sur le côté offre et proposer peut-être des matériaux qui ne sont pas demandés mais qui ont le meilleur taux de recyclabilité? Quand vous parlez de demande, c'est demande... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de la construction, il y a une demande qui est très normalisée sur les matériaux, mais peut-être qu'il il pourrait y avoir des offres qui sont moins en ligne avec cette demande-là.
Oui, donc voilà, d'accord. Donc pour ce point-là, je pense que je peux moins vous répondre parce que moi je travaille pas du côté Vinci. J'ai moins cette vision entreprise, industrie, mais je pense que Yvan pourra vous répondre peut-être. Yvan Droiden, Vinci Construction. On était on représentait le pool d'experts qui nourrissait les valeurs. Et les valeurs qui sont données et qui permettent de faire les petits schémas et de voir combien on met de côté, quels sont les taux de mélange pour servir, là, ici, 2 classes de granulats, dépendent du bassin dans lequel on s'est virtuellement placé. En gros, c'est à peu près comme un peu toutes les zones urbanisées moyenne ville en France. On a une vingtaine de % maximum de béton à concasser pour faire ce type de matériaux par rapport au bassin de chalandise des granulats. Et donc là, on prouve qu'on a plutôt intérêt à en mettre juste que ce qu'il faut pour livrer ce béton dans des hautes valeurs techniques et au prix moyen de vente, et on va mieux le conserver. Si on avait 80% de béton à concasser dans cet endroit-là et 20% de granulats, on aurait d'autres valeurs, d'autres réglages de l'installation et d'autres résultats. Donc oui, ça prend en compte la réalité de la ville moyenne, zone urbanisée française, qui a permis de faire les chiffres et les ratios. On peut tout à fait imaginer ça chez Ecominéraux avec les statistiques qui sortent pour avoir le meilleur usage de chaque minéral dans la construction calé par ce type d'index. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Non, je vous propose de poursuivre. Merci Ambroise. J'en profite pour vous dire que ces sujets-là ne sont pas terminés. On a d'ailleurs avec nous Inès Dacli qui prend la suite d'Ambroise avec une nouvelle thèse sur le sujet et qui va travailler sur la notion de réemploi. Donc là maintenant, on poursuit et on accueille 2 personnes qui vont nous faire part de leur retour d'expérience sur la notion de massification du réemploi. Donc on a Anne Collas, directrice qualité prévention environnement chez Vinci Construction Habitat Île-de-France, et Guillaume Graffin, responsable ingénierie logistique et réemploi chez Vinci Énergie. Merci Maria, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de venir avec Anne vous partager le point de vue du constructeur sur le thème du réemploi. Je démarrais en reprenant la première présentation qui a été faite, en disant que le réemploi pouvait finalement prolonger un peu l'histoire d'un bâtiment, les matériaux racontaient l'histoire. Et finalement, d'un point de vue de constructeurs comme nous, c'est finalement aussi notre métier, notre savoir-faire qui peut être prolongé. On voit un certain nombre de bâtiments, on travaille beaucoup dans des bâtiments tertiaires, au bout de 20 ans, malheureusement parfois moins, les bâtiments sont démolis, tout est jeté à la poubelle. Quelque part, c'est aussi notre travail qui a été mis à la poubelle en tant que constructeur. Et finalement, donner une seconde vie à ces produits au-delà de l'impact environnemental est quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous, groupe de construction. Ce qu'on constate, donc nous, chez Vinci actuellement sur le thème du réemploi, c'est que donc déjà, il y a une demande de plus en plus forte qui apparaît sur ce sujet. Donc évidemment, une demande réglementaire, on en a parlé un petit peu. Il y a une demande forte de nos clients, vraiment de plus en plus insistante sur le fait d'essayer de trouver des solutions sur les réemplois. Et chose assez intéressante, on a aussi une demande de nos opérationnels. C'est-à-dire qu'il y a plein de thèmes sur l'environnement, sur la décarbonation qui peuvent être des termes un peu éloignés finalement de nos opérationnels terrain. Et pour le coup, le réemploi, alors il y a les déchets, il y a de pas jeter, il y a la fin de vie. Le réemploi, c'est quelque chose qui va aller parler et où finalement les opérationnels, ils vont un peu se prendre au jeu de ce sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est un thème qui embarque finalement un peu tout le monde chez nous. Et ça, c'est vraiment intéressant. Au-delà de ça, évidemment, c'est un levier qui est efficace. On cite un de nos clients récemment qui nous disait que le réemploi, c'était le vinaigre blanc de l'environnement. Ça faisait à peu près tout, voilà, la ressource, le gaz à effet de serre, les milieux naturels, et c'est parfaitement en phase avec les 3 axes prioritaires environnementaux de notre groupe. Donc c'est vraiment un domaine qui coche vraiment toutes les cases. Pourtant, actuellement, le réemploi, on doit être pas loin du 0%, en tout cas beaucoup moins de 1%, donc on en fait assez peu. Donc finalement, pourquoi c'est si compliqué de passer à l'échelle ? Et finalement, pour illustrer ça, on va commencer juste pour vous donner un exemple concret d'un projet récent qui a été fait à peu près 2 ans sur ce thème-là. C'est le chantier d'Arro dans le 14e.
Donc c'était un chantier de transformation de bureaux en logement, avec beaucoup de réemploi demandé. Donc voilà, avec en plus un alignement de planète, un client très très motivé, très très moteur sur le sujet, toutes les équipes de maîtrise d'œuvre pareil, et les opérationnels également motivés. Donc finalement un alignement de planète. Et finalement, à la fin du chantier, il y a eu donc un très beau résultat, avec finalement plein d'équipements réemployés, près d'une dizaine. Donc il y a des dalles gravillonnées, il y a des chemins de câbles, il y a des tôles, il y a donc plusieurs équipements, que ce soit des lots plutôt architecturaux, des lots plutôt de façade ou même des lots techniques, donc assez larges. Par contre, derrière, finalement, en tout cas du point de vue opérationnel, c'est extrêmement intéressant, ça a été extrêmement poussé, mais il faut voir un peu l'envers du décor, c'est-à-dire la difficulté à mettre en place tout ça. Et donc il y a eu plein de questions de technique. À chaque fois, il fallait pour chaque équipement finalement déjà trouver du gisement. On vous a mis en couleur voilà, ce qui a été trouvé in situ et ce qui a été trouvé ex situ, donc beaucoup de ex situ. L'exemple parlant, c'est le chemin de câble, 1,5 km de chemin de câble, 7 gisements. Donc ils ont dû probablement passer 15 ou 20 coups de fil pour avoir les chantiers. Finalement, ils ont réussi à faire les 1,5 km, mais ça veut dire que c'est 7 fournisseurs qu'ils ont dû trouver pour avoir les bonnes dimensions, les bonnes choses. Finalement, chaque type d'équipement, il a fallu se faire valider par un bureau de contrôle, avoir l'accord finalement de la maîtrise d'œuvre externe du client. Il a fallu réinventer des manières de les poser, des gens trouver les manières de poser, avoir les bonnes quantités. Donc finalement, chaque produit, donc il y a un résultat qui est vraiment bon, mais finalement chaque produit était un peu le chantier dans le chantier, et opérationnellement, c'est finalement ça qui est assez compliqué. Et donc finalement, si on reprend la petite boucle qu'on vous a présentée avant, finalement le cercle lié, enfin le curage construction, c'est cette partie qui peut paraître assez proche, finalement, c'est plutôt un chemin tortueux, pas une boucle du tout lisse, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour les équipes de terrain opérationnelles, sur de la disponibilité, sur du stockage, sur de la technique, de la caractérisation. Et donc nous, l'idée qu'on a maintenant, c'est d'essayer de se dire comment on essaie de faciliter en fait ce passage à l'échelle, comment on fluidifie le sujet pour notre groupe. Et c'est ce qu'on est en train de construire. Donc on lance cette année une solution Vinci qui s'appelle Back-in. On est en train de construire, donc qui est déjà opérationnelle. Solution groupe, donc portée par les différentes entités du groupe, construction, concession, énergie, avec justement la volonté de fluidifier, de rendre plus simple le passage à l'échelle du réemploi, parce qu'il y a un contexte qui est favorable et finalement une chaîne de valeur qui est assez motivée sur ce sujet. Le principe donc de Back-in, c'est de finalement boucler cette boucle et finalement transformer cette zone de turbulence en quelque chose de plus simple, quelque chose de plus fluide, et finalement faire se rejoindre la construction, la déconstruction et la construction de manière plus souple pour pouvoir justement passer à l'échelle plus facilement possible. Comment on veut faire ça? Donc on a 2 axes de développement principaux. Le premier axe, c'est, donc vous avez probablement, il y a un certain nombre de filières de réemploi qui se créent un petit peu partout dans ces domaines avec différents acteurs. L'idée, c'est de développer des filières internes de réemploi, donc portées par des entités de notre groupe, donc avec un modèle très décentralisé. Le groupe Vinci est très décentralisé, donc trouver des entités internes prêtes à porter des filières, devenir expertes de ce produit, pour finalement pouvoir massifier la récupération de gisements et pouvoir aller la proposer avec une garantie Vinci sur les projets. Et la deuxième chose, c'est pour boucler la boucle, il faut aussi qu'on arrive à parler à la partie construction de notre groupe, pas la partie opérationnelle. Donc c'est comme on accompagne nos business units, tous nos chantiers, à finalement utiliser ces filières, les utiliser de manière fluide, efficace, pour à la fin créer une communauté d'acteurs au sein du groupe qui serait capable de proposer à des clients de récupérer une grande quantité de produits et de gisements sur les filières qu'on porte et de pouvoir les reproposer en masse, adaptés au chantier, indépendant de la temporalité derrière. Pour revenir sur la présentation d'Ambroise et comment on a pu l'utiliser dans le cadre de ce projet qu'on continue à mener, donc vous revoyez la slide, on retrouve le tableau que Ambroise a présenté avec les différentes thématiques qu'on prend en compte pour calculer l'indicateur de potentiel de réemploi. Donc on a fait un groupe de travail pour effectivement, sur chaque matériau, sur chaque filière, se poser la question, l'acceptabilité, l'assurance, est-ce que c'est compliqué, pas compliqué, voilà, de catégoriser matériau par matériau ces thématiques-là pour qu'ensuite ça soit un outil qui soit utile aux opérationnels à différents niveaux pour pouvoir prioriser les actions et les filières qu'il faut qu'on développe pour pouvoir être plus pertinent et que ce soit le plus utile possible et le plus facilement mis en place sur nos chantiers. Du coup, on a créé ce qu'on appelle la matrice. C'est le petit nom interne, mais en tout cas, on a essayé de mettre en perspective. Vous avez en abscisse le fameux potentiel de réemploi, donc qui a été calculé avec ces multiples facteurs.
Et en ordonnée, vous avez les volumes potentiels de matériaux utilisés. Ça nous permet de positionner le matériau et de pouvoir comparer les différents matériaux qui ne sont pas comparables l'un à l'autre normalement. Donc là, vous avez une matrice de principe de dire si on est en haut à droite, ça veut dire qu'on a plein de volumes et que c'est facilement réemployable. Donc il faut qu'on y aille. Enfin, collectivement, il faut qu'on trouve une solution. Du coup, on a fait l'exercice sur le tertiaire et on est encore en train de le finaliser sur la partie logement. Ça nous donne une situation, alors on pourra toujours discuter du volume et des indicateurs qu'on a pris en compte, mais en tout cas ça nous permet de visuellement se rendre compte de où se situent les matériaux qu'on a sur le chantier, peu importe le lot concerné. Vous voyez, on a des lots VRD, des lots techniques, des lots architecturaux, et de se dire que ce qui est en haut à droite, on devrait le faire sur tous nos chantiers et le mettre en place sur tous nos chantiers. L'enjeu et l'intérêt du travail qu'on a fait, c'était nous par rapport aux filières, parce qu'il existe déjà des filières en interne chez Vinci depuis quelques années. Vous avez pu voir Camille sur Circable entre midi et 2 et qui était présent par exemple. De se dire que est-ce que c'était le bon matériau à développer? Alors ils l'ont monté, ils avaient l'idée, ils y sont allés, les chemins de câble également. Mais du coup, il y a peut-être d'autres filières à monter parce qu'on se dit qu'il y a un intérêt à y aller. Donc peu importe, je vous vois tous prendre en photo, ça veut dire que c'est un intérêt et que c'est intéressant de partager aujourd'hui. Mais en tout cas, de se dire, en haut à droite, c'est les gravillons. Alors, au-delà de ce qu'on fait avec OGEO dans la construction, on met des gravillons, typiquement dans mon périmètre, sur des toits terrasses, on met des gravillons, on doit les déposer et en remettre. Intellectuellement, on se dit, on va essayer de conserver les gravillons. Ça paraît logique, mais ce n'est pas fait sur tous les chantiers. Voilà, c'est un exemple simple de ce qu'on peut faire. Du coup, là, c'est pareil, les filières qui sont aujourd'hui en accélération, dont a parlé Guillaume. Donc ça, c'est au niveau Vinci, les entités qui développent des solutions utilisables aujourd'hui. Donc vous voyez les filières en accélération, donc on a parlé déjà des chemins de câbles, des câbles, mais on a aussi des entités qui font du réemploi de faux planchers, qui mettent à disposition en volume du faux plancher, des sanitaires, des gaines de ventilation. Vous voyez tous les éléments là à l'écran. Donc ça, c'est les filières qui, d'ores et déjà, sont exploitables par les entités Vinci. Ça veut dire qu'un client, on peut lui proposer un ensemble de solutions pour ces filières à date. Et en plus, vous avez en filière en développement, alors on n'en a mis que 3, mais en fait, je crois qu'il y en a une vingtaine, qui sont en développement. Ça veut dire qu'on a l'idée, on a peut-être des premiers tests en cours sur nos chantiers avec des périmètres chez nous qui font le réemploi et la remise en état. Donc voilà, c'est des solutions qu'on veut développer pour pouvoir proposer aux chantiers des solutions simples pour pouvoir mettre en place du réemploi et à nos clients des solutions un peu globales, clés en main, où ici il s'adresse à Vinci, il sait qu'on peut lui proposer du réemploi sur plusieurs matériaux, sur des volumes assez conséquents, et on aura la solution à lui proposer. Et bien sûr, on a aussi des filières qui ont levé la main en disant « on a cette idée-là, ce serait bien d'y aller, mais on n'a pas encore de porteur de projet, mais ça va se développer à l'avenir. » Et du coup, effectivement, ce que je disais, l'enjeu, c'est de proposer un package de solutions pour nos chantiers et pour nos clients pour que, globalement, ensemble, on arrive à améliorer ce pourcentage de réemploi sur nos chantiers, qu'on passe de 1 à 5, et l'objectif qu'on s'est fixé en interne, c'est de dire sur les matériaux qu'on a identifiés, de passer à 10% de réemploi sur nos opérations à une échelle de temps assez courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interroger. Je vous écoute. J'en profite, Lionel, pour te répondre. Donc, la matrice répond un petit peu à ta question. La matrice, elle permet d'identifier, si j'ai bien compris, les éléments qui fonctionnent déjà, sur lesquels vous aviez déjà des certitudes, de poser finalement un diagnostic sur ceux vous vous posez des questions, et peut-être d'aller découvrir où est-ce qu'il serait intéressant d'aller creuser, quelles sont les filières qu'on n'a pas encore investies. En tout cas, ça priorise les actions. Oui, tout à fait. Ça permet de prioriser les actions et de se dire, est-ce que c'était logique de partir sur des chemins de câbles au départ, parce que ça s'est fait un peu naturellement dans le groupe sur les matériaux de seconde œuvre là-dessus. Et oui, ok, c'est en haut à droite, mais il y en a d'autres en haut à droite, donc allons-y et essayons de trouver des solutions. Madame. Merci, bravo, et c'est courageux et bien ambitieux. Comment vous levez les freins sur la surhabilité ?
L'assurabilité, donc l'idée, ça sera aussi valable sur les achats, c'est étant donné qu'on est une solution intégrée à un groupe, on arrive finalement assez facilement à avoir accès aux bonnes personnes chez nous qui sont au niveau des contrats d'assurance. Donc finalement, les gens, que ce soit Vinci Énergie, Vinci Construction, on a accès. Et finalement, l'idée aussi de reproduire sur les filières, c'est qu'on arrive finalement à se mettre d'accord sur un cadre d'assurabilité sur le produit, avec des règles à respecter, ce qui permet finalement dans la filière d'après d'avoir déjà les règles et on sait avec quelles informations on doit venir vis-à-vis des assurances pour que finalement l'assurabilité soit faite. Donc les premières filières, il y a 2 ans, qui ont été intégrées, ont été mises dans la police d'assurance avec effet rétroactif en début 2023. Et maintenant, on a la méthode. Et finalement, il faut juste reproduire, en fait. Mais voilà, on a effectivement une proximité avec les assurances groupes maintenant pour faire que ça aille plus vite. Louis Cotin de chez Léonard. C'est quoi le business model au niveau des coûts, que ce soit logistique ou stockage, par rapport derrière, en plus, on le réemploie, donc ça doit être un peu moins cher. Comment ça se passe? C'est la question qui tue en ce moment. Aujourd'hui, c'est matériau par matériau où la question se pose par la filière, où les tests se font pour voir effectivement combien il faut stocker en volume, ou géographiquement, parce qu'on est en Ile-de-France, mais il y a Circap, ça a été développé dans le Nord au début. Mais est-ce qu'il faut faire plusieurs Circables régionaux, ou est-ce qu'on fait tout recycler, le process de réemploi se fait que sur un site? Je pense que la réponse, elle dépendra du matériau et des gisements. Il y a tout l'enjeu de territoire dont on a un petit peu parlé aussi aujourd'hui. J'ai pas vraiment de réponse très claire à te fournir, mais c'est un vrai enjeu de déterminer le prix du réemploi et qu'on arrive effectivement à le mettre en face pour nos clients, qu'on sache lui dire c'est ce surcoût-là ou cette réduction de coût. Peut-être que ça dépendra des matériaux, mais en tout cas c'est de proposer des solutions, et il y a des choses où ça paraît logique de lui proposer de faire du rétrofit de matériel. C'est Vinci Énergie qui devrait parler à ma place, mais faire du rétrofit de matériel, ça paraît très logique de le faire. Peut-être qu'on n'y avait pas pensé, ou que c'était tombé dans l'oubli collectif de savoir comment faire, mais voilà, c'est des solutions. Et peut-être en complément, c'est de dire finalement la philosophie de travailler avec des entités propres, internes, qui vont travailler sur des produits spécifiques. L'enjeu, c'est aussi de faire quelque chose de pérenne. C'est-à-dire qu'il faut que le business model il fonctionne, il faut que ça soit le plus efficace possible. Donc il y a un enjeu de masse à faire, mais finalement chaque produit va avoir des enjeux différents. Il y a des produits où le reconditionnement va peser plus lourd, d'autres où ça va plutôt être le stockage, d'autres ça va être plutôt le transport. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut faire de la masse. C'est indispensable pour que ça soit économiquement viable et que ça se rapproche des prix du neuf, que faire de la masse. Et après, finalement, arriver à travailler sur chacun des postes pour les optimiser. Le stockage, par exemple, la réflexion de base, c'est d'arriver à faire circuler les flux. On parle d'un certain nombre de produits qu'on vous a présentés qui sont des matériaux relativement standards. Une dalle de faux plancher ou un chemin de câble, qu'il aille du chantier A vers le chantier A et de stocker 2 ans, ça n'a pas forcément de sens. C'est globalement toujours les mêmes chemins de câble qui sont posés sur les mêmes types de bâtiments. Donc l'idée, il y a un enjeu de masse, un enjeu de faire circuler pour que les modèles économiques ils soient viables et que le business model il marche. Mais c'est sûr que chaque filière, le raisonnement est d'avoir quelque chose où économiquement ça tienne et où chaque filière soit viable. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à Guillaume, merci à Anne. Oh